C'est qu'à 70 ans, après environ, ce qu'on s'est dit, 2000 conquêtes, quelque chose comme ça, On peut dire oui, on peut dire 2000. on peut dire 2000, qu'est-ce que tu as envie de dire au jeune Sam qui a 20 ans, donc 50 ans en arrière, 50 ans d'expérience, 2000 femmes, qu'est-ce que tu pourrais te donner, les 4, 5 conseils? Ce jeune Sam, il a eu beaucoup de chance dans sa vie depuis tout le temps. C'est ce qu'on appelle un vénard de la vie. Même à 20 ans, déjà, j'ai eu beaucoup de chance. Même avant 20 ans, on va dire dans les 18 ans, on va dire, même 17 ans. J'ai été initié par des femmes plus âgées que moi. Et qui m'ont appris les subtilités de la femme, la découverte du corps féminin. Ils m'ont appris tout ce qui manque à beaucoup d'hommes aujourd'hui. La découverte du corps de la femme avant tout. Et puis, j'ai été emmené très très jeune, ce qu'on appelle élégamment le libertinage. Alors, avec tout ça, fait que... Après, j'ai eu des périodes où je me suis abstenu. Et puis, j'y suis revenu parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de revenir au schéma traditionnel. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Alors maintenant, que dire pour un garçon? Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à ce garçon il y a 20 ans? De recommencer comme il a fait, de ne rien changer. Donc déjà, de suivre cette initiation un peu avec une femme plus âgée, pour avoir une approche du corps qui est pas autour de la performance. C'est ce qu'on disait aussi, qui est plus vraiment d'apprendre à explorer le corps de l'autre, à lui donner du plaisir. C'est ça que tu dis. Ah mais la femme mature, quand on est un homme jeune, justement, elle apporte tout ce que... le garçon, dans sa démarche, c'est la performance. Il veut faire de la performance. Alors encore plus les garçons d'aujourd'hui, parce que ils sont poussés par l'Internet, donc eux se sentent obligés d'être dans la performance. Mais en réalité, je conseillerais à tout jeune homme d'avoir une relation avec une femme plus mûre que lui. C'est quoi plus mûr? Une génération, 20 ans. Quand on a 17 ans, 18 ans, c'est intéressant d'être avec une femme qui est à l'approche de la quarantaine. Elle est dans sa plénitude sexuelle. Toi, tu penses que la plénitude sexuelle pour une femme, c'est autour de 40? C'est-à-dire, pour une femme qui a un parcours traditionnel, c'est-à-dire le mariage, les enfants, généralement, elle retrouve une sexualité vers 40 ans. Et puis maintenant, la société fait que souvent, elle est seule à ce moment-là. C'est malheureux à dire, mais avant, les femmes restaient, même si elles étaient malheureuses. C'est connu, l'histoire. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de femmes seules à 40 ans qu'avant, quoi. Mais pourquoi? Parce que les gens font plus d'efforts, déjà pour commencer aujourd'hui. Ça, on est totalement d'accord. C'est un de mes chevals de combat. Non, mais on est dans une société de consommation, donc on consomme tout très vite aujourd'hui. On consomme le temps, on consomme l'info, et on consomme le sexe aussi, tout pareil. Et la vie de couple, elle est consommée aussi. Alors, ce qui m'étonne, et je pense que ce qui peut marquer un peu les gens, je pense que sur notre rapport qu'on s'entend, c'est de dire qu'on peut avoir une approche d'une sexualité qui est ouverte, libre, du plaisir, tout en croyant aussi à une approche qui soit non consumériste, de respect, de connexion. C'est un peu ce que tu dis, c'est de dire qu'en fait, les deux sont pas du tout incompatibles. On peut être dans une démarche de couple engagé, de couple construit qu'on va pas jeter à la poubelle dès qu'il y a le moindre obstacle, et pourtant d'avoir une approche de la sexualité qui soit ouverte. L'un ne prenne pas l'autre. Moi, je conseillerais à beaucoup de couples aujourd'hui de se poser les vraies questions. Avant de divorcer, ils ont construit, ils ont des enfants. D'abord, on n'abandonne pas les enfants comme ça au bord de la route, ça c'est la première chose. Je pense que ça va faire de gros dégâts dans les années à venir. Avant tout, le couple doit se remettre en cause. Et effectivement, dans le monde libertin, il y a un respect. Alors, statistiquement, ça je te l'avais déjà dit, c'est intéressant, il y a une étude qui a prouvé que les couples qui ont le plus haut taux de succès, je ne sais pas si on peut dire succès, mais en tout cas de non-séparation et d'épanouissement, c'est les couples qui sont libertins. Alors attention, c'est pas les couples ouverts, c'est pas les couples polis, tout ça, qui ont des taux de succès qui sont inférieurs, c'est les couples libertins. C'est-à-dire, en libertin, on entend qu'ils sont en couple et qui partagent ensemble une expérience sexuelle ailleurs ouverte. C'est-à-dire qu'ils font cette expérience ensemble. Ce qui est différent d'une relation libre où les gens vont chacun de leur côté. Ah mais complètement. D'abord, il faut déjà de l'amour dans ce couple pour arriver à ça. Il y a de l'amour. Parce que pour qu'un homme puisse accepter de voir sa femme, on va employer les mots, se faire pénétrer par un autre homme devant lui, il y a une démarche intellectuelle à faire. De tromper sa femme dans le dos, c'est facile. Que sa femme le trompe, c'est facile. On me dire,
Moi, je crois uniquement à l'exclusivité. J'aurais envie de prendre un couteau. Je pourrais pas imaginer mon partenaire avec quelqu'un d'autre. Donc pour toi, ce préalable, il est normal parce que c'est un peu la société qui nous a construit comme ça. Et du coup, si on veut aller au-delà, ça nécessite un travail sur soi. En gros, c'est ça pour Il y a un très gros travail. Très gros travail. Mais c'est comme ça qu'on construit un couple aussi. Alors là, c'est facile de donner des conseils, surtout quand on n'est pas marié. Donc ça, c'est très facile. Mais c'est comme ça qu'on construit un couple. C'est-à-dire qu'au moment où on voit qu'il y a un problème, c'est pas la peine de partir, de prendre sa valise et chacun dans son coin. C'est de se dire, on a passé des bonnes choses, on a des enfants. Essayons de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et généralement, il y a toujours un moment, c'est le sexe, le problème dans les couples. Voilà, 90%, c'est le sexe, le problème. Alors, on se voile la face souvent en disant « Oui, ma femme n'aime pas le sexe. » Bon, j'entends ça, le nombre d'amis hommes que j'ai qui disent « Ah, mais moi, ma femme n'aime pas le sexe. » Mais en réalité, c'est pas ça, c'est qu'ils n'en ont pas parlé du sexe. Ou que c'est... Alors, pour moi, c'est pas forcément... Alors, je l'ai beaucoup le discours masculin qui dit du coup, ma femme ou l'autre conjoint n'aime pas le sexe. Pour moi, c'est aussi toute une approche, mais qui du coup est très sociétale et un peu ancrée, de on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. C'est très dur de dire, surtout chez la femme, et même, je pense, chez l'homme, c'est pas quelque chose qui emploie les doigts, et c'est pas, contrairement à ce qu'on entend souvent, moi, la sexualité, c'est pas du tout quelque chose de naturel. On n'arrive pas à être directement, on sait donner du plaisir, on prend du plaisir. Donc il y a beaucoup de femmes, je pense qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de plaisir ou beaucoup d'intérêt à la sexualité, mais aussi tout simplement parce que malheureusement, elles ne savent pas, mais elles ne savent même pas qu'elles ne savent pas. Tu vois, c'est un peu l'histoire de l'iceberg. J'ai l'impression que moi, le sexe, c'est juste ok. Mais juste parce qu'en fait, ça s'apprend, quoi. C'est quelque chose qui se pratique. Alors, on peut remonter un petit peu en avant dans le couple. Bon, ce qui est compliqué dans un couple, c'est qu'à un moment donné, le couple s'oriente vers des enfants. Bon. Et puis, la femme devient la mère de l'enfant. Bon. Donc, il y a déjà un petit problème chez les hommes. Ceux qui n'ont pas réglé leur compte avec leur mère, à ce moment-là, la mère, il y avait un film d'ailleurs qui le dit si bien, la mère n'est pas une putain. Donc, il a du mal à concevoir que d'un seul coup, sa femme passe cette barrière. C'est la mère de ses enfants. Là-dessus, il y a tout ce qui va avec, ils ont les investissements immobiliers, ils ont le schéma traditionnel de la société dans laquelle on engage le couple. Mais c'est là où il faut discuter. Et c'est là, quand on arrive, et ces couples, les vrais couples libertins qui franchissent le pas, c'est quand ils en ont bien discuté et que l'homme peut revoir sa femme comme une maîtresse et plus la voir comme la maman des petites. Elle peut redevenir 5 heures après la mère des enfants, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, il faut l'oublier, il faut qu'elle redevienne une femme. Alors moi, je trouve que c'est ce voyage un peu intellectuel de dire en fait, c'est juste que intrinsèquement, on est différentes personnes à différents moments. Comme tu dis, on peut être mère, on peut être un putain, on peut être, je sais pas, un style, ce qu'on veut, on a plein de facettes. Et du coup, je pense que ça commence aussi, c'est dans les deux plans, c'est aussi individuel. Parce qu'aussi bien en tant qu'homme, femme, trans, non-binaire, tout ce qu'on veut, c'est si soit déjà on n'accepte pas qu'on a différentes identités, c'est dur de faire un va-et-vient. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mamans qui me disent, moi je suis que maman, je me sens que maman. Et là aussi, il y a un travail à faire, je trouve, individuel, de dire en fait, non, je suis pas que maman. Je suis aussi une femme, je suis aussi un être sexuel, un être sexué, qui peut désirer, qui peut être désiré, qui a le droit d'avoir du fantasme. Je pense que c'est déjà un peu la personne en soi qui doit faire ce travail. Et ensuite, dans le couple, de dire en fait, comment on sort de cette structure un peu fermée, de dire on est des partenaires de vie, mais en mode collaborateur, à faire une to-do list et des tâches, et on recrée pas du couple, du mystère, et dire on est deux êtres sexués qui vivent ensemble. Alors, par expérience, la vie m'amène à rencontrer souvent des femmes mariées. Et justement, elles me rencontrent. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'elles peuvent s'ouvrir. Elles peuvent me parler. Elles peuvent se conduire comme elles ont envie de se conduire. Et quand je leur dis, pourquoi on n'inviterait pas ton mari, puisque tu aimes ça, on peut très bien inviter ton mari. Souvent, elles découvrent le triolisme grâce à moi, sans aucune vantardise. Je leur fais découvrir le plaisir multiple. Et souvent, je souhaiterais ramener leur mari dans le jeu, en disant, pourquoi tu ramènes pas le mari ? Mais c'est pas... Et là, elle me regarde, mais naturellement, elle dit, mais c'est pas possible. Jamais mon mari me regardera faire ça. Et puis, on ne peut pas en parler de ça. On ne peut pas en parler. Voilà, c'est toujours la phrase, en fin de conclusion, c'est « on ne peut pas en parler ». Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu veux pas qu'on prenne un verre ? Tu me présentes comme un collègue de bureau, trouve n'importe quelle excuse, du sport du petit, tu sais, toutes les excuses sont bonnes. Je rencontre ton mari, et puis prenons le verre, on discute, et puis je glisse un petit peu sur le sexe, et puis voilà, on voit comment ton mari agit.
Non, c'est pas possible. Mon mari ne me considère pas comme ça. Voilà. Je suis la mère de ses enfants. Alors que son mari va la tromper, va se taper sa secrétaire, il est sur des sites de rencontres. Enfin, bon, voilà. Et du coup, en fait, les deux se disent que c'est pas possible avec l'autre. Et par contre, les deux sont souvent en train de... Parce que le taux d'infidélité, il est quand même énorme. Il est énorme. Enfin, Il est énorme. Il est énorme. Bah, je peux le dire. Hein. J'étais à un moment sur une application. Bon, d'abord, c'est chronophage. Donc, j'ai arrêté au bout de 3 mois parce que ça vous bouffe votre vie. Vous vous levez le matin, la première chose, c'est de regarder les crunchs. Et puis, ça crunch toute la journée. Enfin, c'est un truc de dingue. Puis après, il faut gérer les rendez-vous. Bon, avec le taux de déchets qu'il y a les rendez-vous. Ah si, il y a un taux de déchets énorme. Parce que beaucoup fantasment aussi dans les applis. bah, surtout que pour des trucs où c'est que de la sexualité... Oui, alors beaucoup fantasment. Et puis au dernier moment, bah non, c'était pour se refaire du bien ou se prouver qu'on pouvait séduire. Enfin bon, c'est très compliqué. Mais c'est énorme le nombre de gens qui font ça dans le dos de l'autre. C'est assez incroyable. Voilà la période. Voir sans avoir essayé d'abord d'en parler ensemble. Ah non, j'en parle pas. Moi, j'ai la chance de connaître un nombre de couples très épanouis dans la sexualité multiple. Ce sont des vrais couples qui sont très forts, qui sont soudés, où le mari aime faire plaisir à sa femme en invitant des partenaires, homme ou femme, peu importe ce qu'il invite, enfin ça dépend des goûts de sa femme. Mais ils font tout ensemble sans jamais forcer l'autre. Parce que là aussi, le nombre de femmes qu'on a pu rencontrer dans des clubs, on sent qu'elles viennent avec une laisse autour du cou, comme si on les emmenait au taureau, quoi. C'est pareil, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Alors ça non plus, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais alors, qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, toi, à des couples qui se disent, bah, j'ose pas en parler à l'une? Qu'est-ce que tu penses pour aider à débloquer? Parce qu'on va avoir ton point de vue. Après, moi, j'ai mon point de vue de sexothérapeute qui est un peu différent. Mais tu vois, toi, tu as un point de vue très terrain aussi. Alors, moi, je pense qu'effectivement, des professions comme la tienne ont toute leur utilité en amont. C'est quand le couple sent qu'il y a une petite faiblesse, quand la sexualité se ramollit, quand le mari, il la voit plus comme un objet de désir, mais juste un objet de procréation. Bon. C'est là où il faut sortir vite de sa niche et aller consulter. Et puis cette personne va apporter justement ce dialogue. En fait, moi, du coup, j'ai plusieurs exercices que j'ai compris autour de ça. Et ce que je vois, c'est que la première base, c'est souvent de dire juste que les gens en parlent. Donc, c'est des exercices, tu vois, de parole en disant, bah, en fait, toi, qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce que ce serait tes fantasmes? Enfin, parce qu'en fait, ça devient très vite tabou, tu vois. Ça peut faire peur aussi de dire à l'autre, bah, en fait, moi, j'ai envie de faire un plan 3 ou moi, je rêve de devoir faire je sais pas quoi, tu vois. Ah, mais bien sûr que c'est très dur et je peux le concevoir. C'est très dur à un moment. Bon, on est assailli d'images aujourd'hui. Par l'internet et tout, donc beaucoup d'hommes sont au bureau, regarde, moi je le vois, je fréquente des salles de sport, donc j'entends les conversations. Hein. Donc les types passent leur temps à consulter, à regarder des sites porno, et puis ils vont de plus en plus loin, ils montent. Alors ils en arrivent à des choses aux extrêmes, bon, alors que bon, il y a la base, mais ils peuvent plus, parce qu'ils sont perchés, et puis leur femme, elle est à un niveau... de famille, l'intendance, elle gère la maison, elle gère les courses, elle gère les devoirs des gosses, tout. Et elle ne sait plus ce que c'est que d'être une femme désirable. Or, c'est vrai qu'un amant, ça aide. Pourquoi beaucoup de femmes ont un amant aujourd'hui? Parce que cet amant, il leur redonne le plaisir de s'habiller, la lingerie, de la déshabiller. Alors que dans un couple, elle va dans la salle de bain, elle s'habille, elle se couche. Enfin bon, il y a tout un protocole, quoi. C'est ça l'intérêt. Mais il faut que ces gens, à un moment donné, fassent l'effort de parler. Mais du coup, il y a un peu un déséquilibre, et je trouve aussi, moi, je le ressens beaucoup, sur des gens qui vont consommer beaucoup de porno un peu à l'extrême, penser que c'est ça, les fantasmes qu'ils ont envie d'assouvir, alors qu'en fait, il y a des fantasmes qui sont juste des fantasmes qui sont des fantasmes masturbatoires pour te donner de l'autoplaisir, mais qui n'ont pas, en fait, vocation à être, pour moi, à être assouvis. Enfin, il y a une différence entre le fantasme qui reste un fantasme, et le fantasme qui va vraiment être une recherche où on va le tester et l'assouvir. Je trouve que tu vois, il y a un peu un... Ah mais complètement. Il y a deux fantasmes. Il y a le fantasme masturbatoire, on part dans des délires, et puis ça doit s'arrêter à la masturbation. Bon. Après, il y a le fantasme avec sa partenaire, de la voir habillée, peut-être de la prendre dans la voiture, sous un Porsche, de restimuler. Ça, c'est du fantasme de couple. Tous les trucs qu'on voit sur Internet,
c'est masturbatoire. Par contre, quand on a 30, 40 ans aujourd'hui, bon, ça va, on peut encore différencier les choses. Je pense que, moi j'ai des neveux, tout ça, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, enfin qui ont des âges en dessous de 20 ans. Bon, eux, par contre, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. L'Internet les a traumatisés. La taille des sexes masculins dans l'Internet, enfin, sur les sites, fait que les gosses, ils se comparent. Oui, jamais j'arriverai à la satisfaire, etc. Enfin bon, c'est très, très compliqué. Enfin, ça va être compliqué pour eux. Hein. Bon, moi, ça va. Ma jeunesse, elle est derrière et j'essaye de bien vivre le futur. Donc, j'ai pas de problème. Mais ces enfants-là vont souffrir. Vont souffrir. Si on ne ramène pas tout ça, leur expliquer que non, c'est du cinéma, parce qu'au départ, c'est du cinéma. Mais ça, ils n'en font pas le... Surtout qu'on leur vend ça aussi aujourd'hui. On est dans le soi-disant porno réel. Et donc, on leur dit c'est la charcutière du coin, la coiffeuse. Tout ça, c'est bidon, quoi. C'est bidon. C'est du cinéma. Et le cinéma, ça doit rester du cinéma. Mais ça crée beaucoup de dommages. Et surtout, c'est ce qu'on voit, c'est que, surtout chez les jeunes, à 11 ans, il y a plus de 60% des petits de 11 ans qui ont déjà vu du porno. Donc, du coup, ça conditionne aussi, je trouve, beaucoup ta sexualité. Parce qu'en fait, tu vas penser que c'est ça qui est un peu la réalité, alors que pas du tout. Et en fait, si tu passes ton temps, et ça, on en avait parlé déjà, à te masturber que sur des images et de la vidéo, en fait, pour moi, tu biaises totalement tout ce que j'appelle la créativité érotique. Toute ta capacité à fantasmer, à avoir des images dans ta tête, à pouvoir créer, en fait, autour de la sexualité des choses, parce qu'en fait, tu es tout le temps à avoir une image. Donc, tu es plus capable un peu de pouvoir pratiquer, d'utiliser ton cerveau sur de la sexualité et de la créativité. Mais au même titre, les médecins généralistes te diront qu'à partir du jeudi, ils n'ont jamais autant consulté en téléconsultation des hommes jeunes, des trentenaires, hein, qui ont besoin de produits Cialis, Viagra, parce qu'ils disent au docteur, je vais rencontrer quelqu'un ce week-end, je veux être performant. Alors que les types ont 30 ans, 35 ans. C'est dramatique. C'est un cercle vicieux qui est assez dramatique, parce qu'en fait, après... Du coup, il peut plus faire sans. Complètement, ça va très très vite. C'est comme une drogue, comme une drogue. C'est-à-dire que le type, il est obligé d'avoir son cachet pour simuler. Or, c'est quand même dramatique qu'à 30 ans, le type soit obligé, alors que... Et même avant, Ouais, pour des soirées, des occasions un peu spéciales, des jeunes de 25, des 25, où le type me dit, mais moi, du Viagra... Ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on... Il y a un marché du Viagra dans les salles de sport, dans les vestiaires et tout. Tout le monde est là, t'as pas un petit cachet bleu, t'as pas un cachet bleu. Qu'est-ce que tu vas faire avec un cachet bleu, t'as 30 ans? Non, toi, t'en prends pas. Non. T'as 70 ans, t'as pas besoin d'en prendre. Et qu'est-ce qui fait que t'as pas besoin d'en prendre? Je pense que j'ai des partenaires suffisamment stimulantes. Et puis la mise en scène. Moi, je suis un type qui adore la mise en scène. Donc, à partir du moment qu'il y a de la mise en scène, déjà, je suis préparé intellectuellement. C'est ça aussi l'importance. C'est de se préparer. C'est une communion, le sexe. C'est pas non plus... Même à mon stade, ce n'est pas de la consommation. On va croire, il y a l'image du libertin, le type qui va dans les boîtes, et qui sort sa queue à tout va. Non, c'est pas... Toi, tu le vois pas comme ça? Non. Enfin, tu le pratiques pas comme ça? Non. D'abord, c'est un moment de partage. Un moment de partage. Il faut le partager avec une personne qui a envie de partager ce moment-là. Et puis, j'irais jusqu'à dire, on est amoureux dans ces moments-là. On est amoureux. Alors peut-être sur un temps court, mais on est amoureux. Et on a envie de la voir belle, on a envie de la voir se préparer, on a envie de la voir. Il y a l'excitation de qu'est-ce qu'on va découvrir. Tout ça fait un tout et ça stimule. Alors on se prépare 3-4 jours à l'avance, ça stimule. Il y a des soirées où moi je suis rentré, on n'a rien fait. On a bu un verre, on a passé une agréable soirée. Et c'est une excellente soirée comme les autres. Voilà. Il y a des soirées où ça part, on monte dans les aigus, bon c'est charmant. Puis il y a des soirées, on rentre, on a pris un verre et puis ça s'arrête là. Mais déjà, de ce que j'entends, et moi je l'ai vu du coup vraiment pareil, c'est que, en fait, vu qu'il n'y a pas de projection non plus, il n'y a pas d'obligation. Si tu vas pas projeter sur l'autre, de dire en fait, il va se passer ça, j'attends de l'autre qu'il se passe ça, et en fait, ça fait que, du coup, il y a un déroulé, et d'un déroulé que c'est beaucoup plus simple. Tu dis en fait, je vais juste vivre le moment, voir ce qui se passe et voir où ça va mener. Alors déjà, il y a le respect. Bon, ça c'est la première règle, le respect. Et de nos jours, les femmes ont besoin d'être rassurées. Parce que on est dans une société violente, on est dans une société, c'est n'importe quoi, la violence dans la rue, verbale, physique et tout. Donc on est dans des cocons, dans ce milieu-là, on est dans un cocon. On est entre gens consentants, entre gens responsables, et entre gens qui savent ce que c'est que le plaisir.
et qui vont chercher le plaisir avec un grand L majuscule. Et le plaisir avec un grand L, c'est pas de la consommation effrénée. Après, bon sûr, il peut y avoir des soirées où des fois il y a une nana, elle veut 20 mecs pour elle. Bon, mais c'est son trip. Voilà, on lui laisse. C'est sa chose. Mais la vraie démarche d'un couple, c'est pas ça. C'est de se préparer et de se préparer à peut-être être dans une situation ambiguë. Rencontrer une femme, rencontrer un homme, rencontrer un couple. Et puis ça glisse. Voilà. Puis après, on rentre, on est amoureux. Et souvent, ils font l'amour après quand ils sont rentrés ensemble. Les vrais couples. C'est vrai? Refont l'amour après. Tous les deux. Lui revoit sa femme dans des scènes. Et elle se revoit aussi en train de se faire prendre. Voilà. Et souvent, ils font l'amour après. C'est aussi une façon de... ça peut renforcer la connexion du couple. Déjà, la base, l'homme... Pourquoi on regarde du porno généralement, les hommes? Parce que, d'abord, notre sexualité est extérieure. Et quand on rentre dans une femme, on ne voit pas. Bon, on voit pas. Et on imagine comment ça se passe en bas, quand on est dans le sexe d'une femme. Et on imagine. Or, ce qui nous excite dans les soirées, c'est qu'un mari voit sa femme se faire prendre. Donc, il la voit. Souvent, on ne regarde pas le visage de l'autre quand on fait l'amour. On ferme les yeux 90% du temps, on a les yeux fermés. Alors, il y a beaucoup de couples qui ferment... Enfin, beaucoup de gens ferment les yeux à un moment donné. Le plaisir, c'est quelque chose de fort. Hein. C'est dur. Hein. Moi, je trouve que du coup, il y a un travail que moi, je fais beaucoup avec le regard. Et je trouve que regarder dans les yeux, tu peux aussi décupler la connexion. Mais bien sûr. Et en fait, c'est d'une telle intimité. Enfin, c'est dur, hein, je trouve, de faire l'amour avec quelqu'un et de pouvoir maintenir son regard. T'es à un degré d'intimité. Je pense pas que tu puisses le faire avec tout le monde et que si c'est juste une rencontre éphémère, que ce soit vraiment... Exact. Mais que je trouve que tu perds ton corps un petit peu. Parce que t'as une vraie connexion et... Mais c'est pour ça qu'on a du mal à garder les yeux ouverts quand on fait l'amour. Et c'est pour ça que quand on voit sa partenaire ou son partenaire, on voit ce qu'on ne voit pas parce que quand on le fait, on l'imagine, puisqu'on ne voit pas. On ne regarde pas. C'est ça qui est intéressant dans ce mélange des couples ou le triolisme, enfin peu importe comment on l'appelle. C'est ça l'intérêt. C'est de rechercher, on trouve quelque chose. Voilà. Mais il y a des couples qui, justement, n'arrivent pas à dépasser cette barrière un peu de la jalousie, de dire je veux pas voir l'autre. Ou moi, ce que j'entends souvent, en tout cas, c'est de dire j'ai peur de perdre l'autre. Ça va être mieux avec une autre personne, la personne va m'attromper, va partir. Enfin, voilà. En fait, la peur d'ouvrir, c'est vraiment une peur une émanation de manque. Alors, bon, on est dans une société judéo-chrétienne. Ça, puis ça fait 2000 ans qu'on trimballe ça derrière nous. Donc, on a cette éducation qui nous emmène dans la procréation, la famille. Enfin bon, c'est bien, ça a fait avancer le monde a avancé. Bon, c'est très bien. Mais c'est vrai que quand on sort de ce chemin-là et qu'on voit sa femme avec un autre ou son mari avec une autre, c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Mais c'est là qu'il faut être sûr de soi. C'est là qu'il faut vraiment être sûr de l'autre. Et ça ne peut être fait que dans un couple s'aimant. Parce qu'effectivement, il y aura toujours un type qui en aura une plus grosse que l'autre. Ça, c'est dans les soirées, il y aura toujours un qui est plus gros. Ça. Et ça, c'est le drame des hommes. C'est qu'il y en a toujours une plus grosse que l'autre. C'est la peur de se dire est-ce que vraiment ça va nuire au couple si en fait il y a une autre personne qui est capable de donner plus de plaisir à ton partenaire que toi. Et en fait, je pense pas. La première fois qu'un homme, quand il voit sa compagne ou sa femme jouir dans les bras d'un autre, jouir avec un autre, et qu'il a fait vraiment grimper au rideau, comme on dit vulgairement, le type, alors c'est là où il faut être bien dans sa tête, parce que le gars il dit oh là là, comment elle a joué avec lui, si c'est mieux, comment ça va être avec moi. Mais elle, c'est un moment de plaisir, c'est du plaisir, donc c'est éphémère le plaisir, tout le monde le sait que c'est éphémère, ça fait partie de la démarche du plaisir. Mais du coup, quel conseil tu penses on pourrait donner à ces couples qui se disent moi je me sens jaloux? Pour moi, c'est déjà ce qu'on disait, le pré-travail et d'en parler. Et même après, tu vois, après de débriefer pour quand tu commences, je pense, tu vois, pour s'adapter et de faire les choses très progressivement. Je pense qu'aller directement dans une énorme objet avec plein de gens, c'est peut-être pas, tu vois, c'est peut-être pas adapté. Il y a du côte-à-côtisme, tu vois. Donc côte-à-côtisme, c'est deux couples qui font l'amour côte à côte sans aucun échange. Enfin, je trouve que de faire aussi les choses progressivement, en prenant son temps, en vérifiant que le consentement est toujours là de chaque côté, tu vois, et que personne ne franchit les limites.
c'est peut-être pas mal, plutôt que des couples où moi je vois qui sont parfois même très jeunes et qui directement s'embarquent dans des pratiques très extrêmes. Bah, c'est les couples qui vont pas loin. Oui. Quand on démarre, on monte dans les extrêmes, ça va pas loin. Le problème, c'est éducatif. C'est que la jalousie, c'est un méchant sentiment et un mauvais sentiment. Voilà. D'abord, on peut être jaloux de son collègue de travail, on peut être jaloux de la réussite. D'ailleurs, les Français, en général, sont souvent jaloux de la réussite des autres, de l'argent, tout ça. Bon. Donc, si déjà on a tout ça, c'est sûr En gros, c'est de dire que la jalousie, c'est pas réservé à la sphère sentimentale. En fait, tu parles pour parler. En fait, pour se rendre compte que la jalousie sentimentale n'est pas adaptée, n'a pas sa place dans un couple, on peut se dire, ok, est-ce que la jalousie au travail a sa place? Est-ce que la jalousie dans la société, en mode je suis jaloux de cette personne parce qu'elle réussit mieux, a sa place? On se rend compte que assez facilement mentalement que non. Et du coup, c'est un peu transposer ça à la sphère intime, de dire, si je trouve que c'est pas forcément adéquat d'être jaloux de mon collègue, en fait, peut-être que je devrais pas être jaloux. Ah ben complètement. Mais c'est dramatique. C'est que nos sociétés aujourd'hui créent ce sentiment professionnel. Bon, il faut la réussite, donc il faut écraser l'autre. Donc, il y a un moment, on est jaloux de la réussite de l'autre, on est jaloux de sa grosse voiture, on est jaloux de la... Enfin, on voit bien tout ce qui se passe dans notre société en dehors du sexe fait que c'est tout basé que sur de la jalousie. Alors qu'il y a 80% des choses actuellement qu'on n'en a pas besoin. Mais c'est pas grave, on continue. C'est parfait, faut y aller. C'est comme ça qu'on détruit une société. Mais les couples s'auto-détruisent aussi avec ce sentiment de jalousie. Alors, c'est là où il y a un vrai travail sur soi. Et effectivement, démarrer en faisant même l'amour côte à côte, sans toucher l'autre, mais juste déjà de s'éveiller au sentiment de regarder le regard, regarder ce que fait l'autre, c'est déjà... Ce que ça fait en soi aussi, je trouve, au niveau des émotions, parce qu'il y a tout un travail de gestion des émotions qui est très importante pour ce travail de la jalousie qui se fait seul, mais qui se fait aussi pas à pas en couple. Parce que pour moi, même sur un couple qui n'a pas une démarche d'ouverture pour le moment, et encore une fois, moi je défends aussi beaucoup les couples qui sont exclusifs, je trouve que chacun peut choisir son format. C'est de dire, même ces couples-là, je trouve qu'un travail sur la jalousie est nécessaire. Parce que même en couple exclusif, ça peut poser d'énormes problèmes. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, considérer que l'autre personne est à soi et de mettre en sorte un peu des garde-fous pour être sûr de la garder, entre guillemets. Enfin, pour moi, tout ça, bon, c'est un monde parallèle, quoi. J'ai quitté ça très jeune. Enfin, je suis même... Tu l'as jamais été. Tu n'as jamais été en couple classique exclusif. Non. J'ai eu des partenaires avec qui j'ai vécu plusieurs années. Mais oui, j'ai eu 2 relations longues dans ma vie, 2 fois 7 ans, mais qui étaient des partenaires. Dès le départ, chacun savait où on en était. J'en ai une qui était plus particulièrement bi, donc elle vivait sa bisexualité de son côté, que j'acceptais, que je respectais aussi. C'est très important de respecter. Donc j'allais pas m'imposer dans ces soirées où elle recevait une jeune femme. C'était son plaisir, voilà. Et par contre, bon, on a très bien vécu. 2 fois, j'ai très bien vécu tout ça. Mais ce qui marchait, je pense que c'est du coup la communication, que les deux soient au courant et partent sur la même longueur d'onde, un petit peu, je pense aussi. Ah ben, et en même temps, vous aviez des espaces de sécurité qui étaient partagés, aussi bien seuls qu'à plusieurs. Ah, complètement. Ça, c'est les vrais critères. Je pense que ce qui est un peu dommageable aujourd'hui, c'est cette espèce d'enfermement dès qu'on est marié ou dès qu'on est à deux. Bon, alors, t'es à moi, la propriété. Bon, c'est un sentiment qui est joli, quoi. Le propriétaire de sa maison, le propriétaire de son chien, tout ça, de sa voiture. Mais me dire qu'on est propriétaire de sa femme ou de son mari, c'est peut-être un petit peu exagéré, quoi. Mais pour moi, c'est normal souvent d'arriver par ce sentiment-là. Et c'est une construction et c'est un travail à faire, justement, avec des exercices, avec des démarches, pour aller au-delà. Je trouve que naturellement, enfin moi je l'avais déjà ressenti sur d'anciennes relations, d'avoir, quand on est jeune, à 20 ans, et qu'on n'a pas déconstruit tout ça, l'impression que l'autre personne nous appartient, doit être à nous, enfin... Et au final, bon, moi non plus, je suis plus du tout là-dedans, mais c'est quelque chose que j'ai dû déconstruire. Ce sentiment de jalousie, de peur de perdre l'autre, je trouve que c'est très violent quand on se dit, en effet, j'ai pas envie de perdre la personne que j'aime, j'ai pas envie de la voir avec une autre personne. C'est un sentiment qui est aussi très légitime, je trouve, parce qu'il est très humain, naturel, et sur lequel justement on peut travailler, parce que pour moi c'est un sentiment qui est un sentiment un peu de survie, tu vois, très primaire, mais qui en fait n'a plus lieu d'être, je trouve, dans notre société. Je pense que c'est le vrai sentiment qui nous différencie des animaux. La jalousie. Bon, les animaux ne sont pas jaloux entre eux. Voilà. Nous, c'est ce qui nous différencie, la jalousie. Mais après, il y a la jalousie qui te ronge, qui fait beaucoup de dégâts. Ça va même au crime passionnel. Donc c'est horrible. Le nombre de femmes frappées aujourd'hui, parce que les femmes parlent un peu plus qu'avant, ou le type, il démonte sa femme parce qu'un type l'a regardé.
Ah, tout ça, c'est horrible, 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 horrible. Alors après, bon, des êtres comme moi, peut-être comme toi, bon, on est un peu à part quand même, hein. Mais on a fait, moi j'ai pas vraiment fait un travail sur moi, très honnêtement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que, en plus, à ton âge, enfin, tu vois, de dire qu'au final, sans avoir fait tout un travail de déconstruction, c'était directement là. Et en fait, c'est quelque chose qui est un état en fait, totalement naturel et qui n'a pas été influencé un petit peu par des constructions sociales et qui a perduré et qui a resté et qui au final c'est un peu c'est auto-entretenu je veux dire et c'est auto-validé parce qu'en fait tu te rendais compte que ça te correspondait, que tu prenais du plaisir et même si autour de toi tu avais des gens qui étaient dans un modèle plus conventionnel, tu restais dans ta vérité à toi et je trouve que ça c'est assez beau en fait d'être resté authentique. Alors je vais raconter une anecdote de ma première jeunesse sexuelle. Donc quand j'ai commencé à fréquenter des femmes plus âgées que moi, il y en a une, bon, c'était l'épouse d'un colonel de l'armée qui était en mission tout le temps. Bon. Et du coup, bon, j'ai fait l'amour comme un animal à l'époque et tout sur elle. Et puis un jour, elle m'a fait venir chez elle et il y avait un autre garçon. Et elle m'a dit, il va te montrer comment on me fait l'amour. J'étais foudrage, je voulais le tuer comme tout le monde. Parce que elle faisait l'amour avec moi. Bon, je savais qu'elle avait un mari, mais le mari ne me gênait pas. Mais c'est avec moi qu'elle faisait tout. Donc, bon, puis moi, je suis une génération où on vient de loin quand même, hein. Donc, elle me faisait des trucs incroyables. Et puis, il y avait ce garçon. Bon, puis, je suis resté assis dans le fauteuil. Elle m'a dit, bah, tu vas regarder comment on me fait l'amour. Et j'ai vu ce type lui faire l'amour devant moi. Alors, j'aurais un couteau, je l'égorgeais. Enfin, bon, je tuais les deux. Enfin, bon, c'était parfait. Et après, elle m'a dit... Tu l'as ressenti ce truc? Ah, je l'ai ressenti. Bon, j'avais 19 ans. Et après, elle m'a dit, déshabille-toi, viens avec nous. Bon. Et c'était la première fois que, d'abord, j'étais en contact d'un autre homme avec une femme au milieu. Ça a été dur, hein. L'appréhension de ne pas toucher l'autre garçon, parce que je n'avais pas de tendance bi, donc je me disais, voilà, si on se touche, enfin, bon, avec tout ce que ça pouvait entraîner. Et puis, bon, on a réussi à faire un petit peu l'amour à trois, quoi. Puis le garçon est parti, puis après, elle m'a dit, voilà, tu vois ce que c'est? Une femme, ne te précipite pas comme tu fais sur moi, là, tu te jettes sur moi. Alors bien sûr, à 19 ans, les érections, elles sont multiples, hein. Il y en a une autre, il y en a encore une autre. C'est l'avantage des 19 ans. Qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais, elle m'a dit, mais c'est pas ça l'amour. Alors, bon, elle nous a fait une course en clitoris, comment il fallait le caresser, comment lui téter les seins, lui lécher entre les fesses. Enfin bon, elle nous a... Alors, je regarde... C'est une vraie initiatrice. Une initiatrice. Et je pense que cette femme, ça a été pour moi, j'ai toujours une pensée, parce que je me dis aujourd'hui, elle est peut-être plus de ce monde. On avait déjà plus de 20 ans d'écart à l'époque, donc aujourd'hui, ce serait une vraie grande dame. Et c'est elle qui m'a appris, et surtout qui m'a cassé cette barrière, qui m'a montré ce que c'était que la notion du plaisir, qu'elle n'appartenait à personne, qu'elle appartenait à elle, et qu'on était là pour se faire plaisir. Et à partir de ce jour-là, j'ai découvert que le mot plaisir, ça s'écrit avec un grand P majuscule. Voilà. Bon, souvent, j'emploie le mot majuscule, mais c'est vrai qu'il y a des mots comme ça. Et une fois que tu es rentré dans ce monde-là, ta vie, elle glisse, hein. Elle glisse à tout niveau. Tu n'as plus de problème de voisinage, tu n'as plus de problème de travail. Voilà, tout doit glisser. Voilà. Bah, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que je trouve que le sexe, c'est jamais que du sexe. Qu'en fait, quand tu découvres une approche de la sexualité qui est une approche qui élève, enfin, moi, je considère en conscience. Alors après, que tu peux partager ou non, mais en tout cas, je trouve que quand tu as une vraie connexion à un vrai éveil sexuel à toi, en fait, toute ta vie, elle change. Parce qu'en fait, tu as une approche de ce qui est important, de ce que tu peux vivre, qui est différent. Parce que je trouve que le plaisir que tu peux expérimenter, il est tellement radicalement transformateur. Enfin, moi, je sais que quand vers 30 ans, j'ai eu un vrai switch et une vraie exploration. Et en fait, ce que je ressentais, bah, tu peux un peu tout mettre en perspective. Parce que quand tu vis ces états-là, qui sont des états de transe un petit peu, tu vois, quand ils sont des états de plaisir, mais extatiques, eh ben, c'est sûr que du coup, la querelle de voisinage ou l'autre truc, tout de suite, je trouve que ça met un peu en perspective. Bon. Alors moi, j'ai une phrase qui résume tout, c'est que je dis toujours, notre but ultime quand on est, c'est de mourir. On est, à partir du moment qu'on est, notre objectif, c'est de mourir. Voilà. Et on ne va que vers la mort. Voilà. Donc, il y a 2 dates très importantes, celle où on arrive, celle où on repart. Et il faut que ce soit, entre ces 2 dates, il faut que tout se passe bien. Parce que
c'est pas la peine de s'inventer une vie artificielle, posséder, s'enrichir, tout ça. Bon, très bien pour ceux qui aiment ça, tout ça. Mais le but, c'est de mourir. Et quand on voit les gens, les grandes personnes, enfin les grands personnages, on va dire, mourir, bah, ils meurent comme tout le monde. Ils s'éteignent. Pendant 3 jours, on parle d'eux, que c'était des gens merveilleux, c'était des gens incroyables. Et puis hop, la page est tournée. Voilà. Donc c'est ça la vie. C'est notre but ultime, c'est mourir. Mais il y a un gros lien, tu sais, entre le sexe et la mort. Ah, bien sûr. Par exemple, moi j'ai eu pas mal de gens qui avaient plus de libido après avoir perdu un proche. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que le fait de se rendre compte qu'on est mortel et qu'on va mourir avec une date qui est réelle et que c'est pas en fait quelque chose qui est, tu vois, totalement impensable, ça fait, je pense que tu vas aussi faire l'amour, c'est la vie. Tu vois, c'est se connecter à l'instant présent, au moment, à soi. Et en fait, bah, je trouve que quand tu te rends compte que la mort existe, tu te rends compte à quel point la vie est merveilleuse, à quel point elle a de la valeur et à quel point faire l'amour, c'est fondamental. Et je pense que c'est un peu lié à ça. Aussi. Alors, c'est lié à ça. Et surtout, il y a cette phrase qu'on employait dans la littérature d'ancien. Vous êtes toujours, l'éjaculation, c'est la petite mort chez l'homme. Bon. Mais c'est totalement vrai. Alors, bon, il y a ceux qui contrôlent leur plaisir, les hommes qui se contrôlent bien. Bon, il n'y a rien de plus merveilleux quand on est un homme, c'est de sentir le plaisir monter, enfin, ce qu'on appelle le plaisir monter dans les reins, et en même temps de se retenir. Non. Et de se retenir. Et on sent la vague qui revient, et de se retenir, et de se retenir. Tu parles du edging, où on s'approche du point, voilà. on retourne, qu'il y a une technique qu'on apprend en pratiquant. Bon, alors, pour certains garçons, c'est pas facile. Hein. Je reconnais qu'il y en a... Ça, ils le font une fois, puis hop, c'est fini. Mais c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, au moment où là... Alors, on peut jouir sans éjaculer chez un homme. Ça, c'est... Sure, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et comme on peut jouir plusieurs fois, voilà. sans éjaculer. Sans éjaculer. Parce que jouissance et éjaculer... C'est 2 choses complètement différentes. Or, il est vrai que quand on a joué à ça, à ce moment-là, l'éjaculation est vraiment la petite mort. Le corps tombe. Le corps s'effondre. Des tremblements. Des tremblements. Des tremblements des jambes. Ah oui, les jambes. Moi, le premier, j'ai les jambes qui tremblent, je suis fini, quoi. Et ça dure quelques minutes. On est passé à autre chose. On a quitté notre corps. On a quitté notre corps. Mais tu vois, je trouve que tu te retrouves dans un état qui est un état de, tu vois, un peu de non-corporalité. Tu vois ce que je veux dire, où tu expérimentes quelque chose qui, pour moi, est proche de quelque chose de mystique, où tu es un peu en une sensation de ce que j'appelle oneness, d'unité avec tout. Parce qu'en fait, tu n'as plus vraiment de barrière. Tu vois, c'est comme si tu étais... Alors, là, je dirais que c'est pour des gens qui ont le temps d'explorer leur sexualité. Non, mais c'est vrai. Bon, on est sur le basique. Bon, ça se limite souvent à une pénétration coïtale. 75% des hommes tiennent moins de 3 minutes. Voilà. Ça, ces états-là, les états... c'est des chiffres. Il faut au moins 1 heure. Je trouve que c'est... Oui. Enfin, moi, je trouve que si tu joues pas au moins 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie, c'est difficile d'atteindre ces états. Parce que c'est un stade second. Exactement. Il faut se déconnecter avec la réalité de son corps. C'est un vrai travail sur soi. Là, oui, complètement. Mais je pense il n'y a pas beaucoup de gens qui font cette démarche d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Moi, toujours, ce qui m'intéresse dans la sexualité, c'est qu'est-ce qu'il y a encore plus loin. Que je partage aussi. Voilà. De te comprendre, d'explorer, de dire en fait, chaque fois, tu as l'impression qu'il y a une autre limite, puis en fait une autre limite, puis en fait une autre limite. Et alors là, par contre, l'âge que j'ai aujourd'hui m'a toujours pas donné la réponse. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Je ne sais pas ce qu'il y a plus loin. Mais j'essaye de me pousser. J'ai poussé des partenaires jusqu'à l'évanouissement. Moi, j'ai des femmes, des jeunes femmes, qui se sont évanouies. Je les ai vues, les corps s'arc-bouter et les yeux partir, le blanc des yeux, et elles partent de l'autre côté. Bon, c'est terrible, ça fait peur. Mais c'est de dire qu'on peut aller jusque-là. On sort de son corps, voilà. Encore. C'est ça. Mais en fait, moi, c'est ce que je prône, c'est de dire qu'en fait, ça peut aussi être une expérience qui est très mystique. Il y a un côté mystique. Il y a un côté mystique parce qu'il y a un côté où, aussi bien, tu vas te connecter au vrai toi. Moi, je trouve que c'est faire l'amour, la façon dont on fait l'amour, vraiment, pour moi, il y a toutes les barrières tombent. Tu vois qui t'es toi. Tu vois vraiment le toi profond, pas le toi de mascarade, de professionnel, tout ce que tu veux. Enfin, tu vois, pas la personne qui est pas le masque. Je trouve que tu te vois toi derrière le masque. Et en même temps, tu peux être connecté à une autre personne et en même temps à toute la vie, à que tu mets ce que tu veux derrière. Mais du coup, tu as 3 connexions qui sont à des degrés qui sont difficilement atteignables sinon. Ah oui, complètement. Alors, ce genre de relation, on peut très bien l'avoir sur une rencontre.
c'est la connexion. La connexion. Les yeux. Pour moi, la première chose avec quelqu'un, c'est les yeux. Dans les yeux, on lit tout. Les yeux, c'est peut-être le seul muscle qu'on ne contrôle pas. Enfin, d'après ce qu'on en dit médicalement, c'est le muscle qu'on ne contrôle pas. Donc, un regard dit tout. Et des fois, sur un simple regard, on peut avoir un échange extrêmement fort. Extrêmement fort. Et après, si la personne se lâche, il faut aussi apprendre le lâcher. Le lâcher prise, bah oui. Pour une femme, je peux reconnaître que c'est pas toujours facile. Entre autres, bon, le problème des femmes fontaines, par exemple. Bon, lâcher prise, c'est pas évident. Je peux comprendre. Mais du coup, ça Mais d'abord, ça se pratique. Et puis, quand on est en confiance, quand la relation elle est bonne, alors des fois, il n'y a pas besoin qu'elle dure des années. Ça peut être une relation immédiate, mais tellement forte, tellement en symbiose que... Parce qu'en fait, il y a une connexion un peu d'âme à âme, enfin d'énergie à énergie qui se crée. Et c'est ça que moi j'aime bien, c'est qu'en fait, pour moi, la connexion, elle est pas liée au temps de connaissance de la personne. Non. C'est-à-dire que si les deux personnes sont en conscience connectées, je trouve que tu peux avoir très rapidement en fait une ouverture et où au final ça fonctionne. Ah, complètement. Mais ça, pour moi, le prérequis, c'est que les deux soient dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que si tu considères l'autre comme un objet et que t'es pas là, je trouve, dans la présence, dans la connexion, ou que tu vas en mode je coupe mon cœur, ma tête, enfin c'est juste l'autre est juste un trou et tu vois, bah là dans ce cas, je pense que c'est compliqué de vivre ce genre d'expérience. Ah non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Après, bon, la recherche du plaisir, d'abord... C'est ça qui est la différence entre le consumérisme un peu et la recherche du plaisir. Et l'hédonisme. En fait, consumérisme contre hédonisme. Complètement. Non, c'est très très intéressant. Alors après, il faut aussi avoir le temps de le faire. Oui. Il faut prendre le temps, faut chercher les partenaires de qualité, Bon, il y a des fois, on se rate comme tout le monde. Hein. Bon, normal. Et puis même avec des partenaires de qualité, enfin toutes les fois, encore, moi je dis souvent ça aux gens, c'est que toutes les fois peuvent pas être exceptionnelles. Non. Forcément, mais c'est pas grave en fait. C'est chaque fois est différente. Et même chaque fois au final est en soi nouvelle et exceptionnelle. Parce qu'elle n'a jamais existé. Puis la vie, c'est un puzzle. C'est qu'à chaque fois, on apporte une petite pièce, et une autre petite pièce, et une petite pièce. Voilà. Bon, alors après, pour moi, je me dis, bon, je rentre dans ma dernière tranche de vie. J'espère que mes 10 dernières années là, seront toujours aussi belles, enrichissantes, avec des belles rencontres. Bon, après, il faut faire aussi des efforts. Il y a un travail sur soi, physique, moral. Il faut être toujours au top, il faut tenir. Ce qui est là aussi un vrai travail. Le problème des couples, souvent, c'est que tout le monde s'endort. Oui, c'est qu'il n'y a plus de pratique, c'est qu'il n'y a plus d'efforts. Il n'y a plus d'efforts. Des efforts au moment de la séduction, oui, mais plus après. Voilà. De nombreux maris, bon, je vois, il y a des laisser-aller physiques, il n'y a plus cette petite flamme, on n'entretient plus cette petite flamme, puis physiquement, il faut s'entretenir aussi. On n'a pas envie de faire l'amour avec quelqu'un qui va pas... voilà, il faut se travailler sur soi. Mais ça, on est d'accord. Je trouve qu'aussi le travail du corps, il reste quelque chose. Mais ne serait-ce que pour soi-même, en fait. Tu vois, pour soi-même en premier. Tu vois, je trouve que d'être bien dans son corps et se sentir, en fait, d'être dans son vrai corps. Tu vois ce que j'appelle son vrai corps. C'est-à-dire que quand tu commences à bouger ton corps, bah, tu vois, tu te sens connecté, tu te sens en équilibre. Enfin, tu vois, tu te sens que tu es connecté à cette partie primaire de ton corps et que ton corps et toi ne font plus qu'un. Tu vois, c'est pas je suis juste un cerveau et je marche avec deux jambes. Tu vois. Bah moi, comme je t'ai dit un petit peu avant, c'est que moi j'ai trois passions dans la vie. Bon, le sport pour m'entretenir. Je suis un fan des marchés, des vieux livres. Je passe des heures à fouiller, à trouver la pépite qui n'existe plus, qui est plus éditée. J'ai envie de connaître, de savoir. Et puis me préparer au plaisir de sortir avec une femme et toujours de la vénérer. C'est-à-dire que pour moi, dans le corps d'une femme, il y a des pétales de rose, voilà. Moi, une femme, elle ne va pas aux toilettes, il y a des pétales de rose. Donc, c'est clair. Non, mais c'est tout. À partir de là, j'ai toujours idolâtré le corps de la femme. Et c'est très important aussi. C'est-à-dire que moi, c'est pas un être... bon, bien sûr, c'est un être humain, mais voilà, le corps de la femme, dans son corps, c'est des pétales de rose. Voilà. C'est comme ça. Bah moi, j'ai un peu ça aussi. Je trouve que le fait d'idolâtrer, d'avoir une forme de vénération sur le corps de l'autre, tu vois, un peu en mode temple, un petit peu, moi je le vois un peu comme un temple de plaisir de l'autre, un temple de plaisir pour soi. Et ben je trouve que ça fait que tu vois le corps de l'autre un peu différemment. Même la manière, moi ce qui me vient quand tu parles, c'est je trouve que l'approche du sexe oral, elle est différente. Parce que par exemple, si tu donnes du plaisir en sexe oral à quelqu'un, mais dont tu fais une fellation inconnue,
et que tu considères que le corps de l'autre, c'est un temple, et ben, je trouve que tu vas avoir une approche qui est beaucoup plus une approche délicate, une approche de plaisir, une approche de jeu, que si tu te dis c'est un truc expéditif. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a l'art de découvrir aussi. C'est pour ça que j'adore je lis beaucoup sur la période romaine, parce que je trouve que c'est vraiment eux qui ont atteint le summum de la société. Bon, avec ces Vestales qui avaient cette recherche du plaisir permanent, qui acceptaient aussi bien l'homosexualité que le liberté. D'ailleurs, les orgies romaines, ça vient de chez eux, hein, faut pas l'oublier. Et c'est très très intéressant. Et quand justement on pratique le sexe oral et tout, bon, là il y a une envie de découvrir l'autre. Il y a une envie de le faire grimper, de le faire. Et surtout, encore les femmes, bon, c'est beaucoup plus fragile, un corps de femme qu'un homme. C'est un art de découvrir le plaisir oral avec une femme. C'est vraiment. Puis alors, chaque femme est particulière, chaque femme a un clitoris d'une sensibilité différente. Ou alors ça, moi je trouve qu'il faut quand même leur dire, un des premiers trucs, c'est de parler avec l'autre personne pour que soit la personne montre, soit qu'elle indique sur ce que la personne aime. Enfin, tu vois, personne ne peut savoir ce que tu aimes si tu ne le communiques pas ou que tu le montres pas. Mais combien de fois, combien de femmes, certaines d'années, n'ont jamais décaloté leur clitoris, enlevé le petit capuchon, remonté le petit capuchon. Mais quand vous leur touchez, là on rentre dans des phrases un petit peu crues, mais il y a des femmes, elles n'ont jamais su ce que c'était de retirer le capuchon de leur clitoris. Les pauvres, quand on les touche, le corps fait un arc de cercle et il décolle du lit, quoi. En disant, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Mais elles se connaissent même pas. Parce que c'est ça la vraie base. C'est que beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Bon, c'est vrai que... Le pourcentage de femmes qui n'ont jamais vu leur vue il est énorme quand même. Oui, il y a ça. Et puis alors surtout, bon, pendant de longues années, l'Église a interdit la masturbation. C'était péché. Bon, c'est un péché dans beaucoup de religions d'ailleurs. C'était péché. Donc aujourd'hui, quand on demande à une femme de se caresser devant soi, il y en a, elles peuvent pas, elles osent pas, elles disent c'est très dur. Je fais pas mal avec les couples. Et en effet, je trouve que c'est tellement dur et intime. Enfin, tu vois, la première fois que tu vas te dire, D'ailleurs, beaucoup de femmes au début, c'est normal, qui n'arrivent pas à jouir. En fait, qui vont se donner du plaisir devant leur partenaire, et qui est souvent un partenaire avec lequel elles sont depuis plusieurs années. Et que l'autre soit juste en train de me regarder dans l'écoute, tu vois, dans une vraie ouverture, mais de devoir lâcher prise avec l'autre qui est totalement concentré sur soi, je trouve que c'est particulièrement... c'est se mettre dans une position de vulnérabilité qui est... Incroyablement. Alors moi, je vais lâcher un secret, là. Et j'adore, quand je fais l'amour classiquement à une femme, à un moment donné, je lui dis toujours, caresse-toi, en même temps que je la prends. Je veux qu'elle se caresse. Et je lui dis, oublie, je suis que là pour ton plaisir. Je suis qu'un objet. Oublie-moi. Et fais comme si tu étais toute seule, alors que je suis là, bien sûr, en elle. Mais je l'oblige à se caresser devant moi. Et après, quand elles sortent de ce moment-là, mais elles ont les yeux révulsés, il y a des cernes bleues sous les yeux, elles sont... Mais jamais... Alors souvent, la phrase, c'est... Mais jamais je me serais caressé devant un homme. C'est éventuellement sous la douche, un petit coup de douche de temps en temps dessus, puis hop, c'est fini. Mais là, je lui demande de se caresser devant moi, et je la regarde se caresser pendant que je la pénètre. Ça les rend dingues, ça les rend folles. Parce qu'en même temps, elle retrouve son intimité de la masturbation. De technique aussi, qu'elle connaît. Il n'y a rien de mieux que soi-même, hein, soyons bien d'accord. Alors donc, elle se fait plaisir à son rythme, comme elle veut, et en même temps, elle a la présence du masculin. Mais il faut voir les visages épanouis après. Elles sont aux anges. Hein. C'est vraiment le summum. Je trouve que c'est une bonne pratique et surtout, ça crée une vraie connexion. Et surtout, tu vois, moi, je trouve que j'ai déjà utilisé dans des couples qui ne peuvent pas avoir ce qu'on appelle une sexualité phallocentrée. Par exemple, imaginons sur des couples hétérosexuels où un des partenaires, par exemple, a un handicap, a une sonde, donc temporairement ou de manière définitive. Enfin, je trouve que ça permet aussi de tout simplement, tu vois, de recréer du lien et de la connexion parce qu'en fait, en étant à côté de l'autre qui se donne du plaisir, en fait, tu partages son plaisir, son excitation. Enfin, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de jouir juste à regarder l'autre se donner du plaisir. Parce que je trouve qu'en fait, tu vois, quand tu es vraiment connecté sur ce qui se passe, pour moi, tu peux monter en fait avec l'autre personne sans même te toucher, tu vois, juste en étant dedans, en regardant, et en fait, en sentant le désir de l'autre qui monte, tu vois, c'est un peu comme un wagon. Je trouve que tu peux te raccrocher et tu peux monter en même temps. Je pense que toi aussi, ça découple ton plaisir. Ouais, complètement. Puis tu rentres dans son intimité. Une femme qui se caresse devant toi pendant que tu la pénètres, t'es rentré dans son intimité la plus profonde. Tu la vois là, elle t'oublie. Elle est toute seule face à elle-même, donc c'est fantasme. Tu vois, moi, j'ai la même chose. Si par exemple, je demande à un homme de faire ça, au final, je ressens la même chose.
C'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve qu'au final, sur les deux sexes, Ah ben oui, mais combien de femmes comme toi peuvent l'admettre et combien d'hommes peuvent admettre qu'une femme se masturbe devant eux? Moi, j'entends toujours les mecs qui disent oui, je te satisfais pas. il y a une peur de... en fait, on revient à la peur de la performance. C'est ce que j'entends toujours, mais des types qui ont 40, 50 ans, oui, elle se caresse et tout. Ben non, mais si elle se caresse, ça fait partie du jeu. Oui, mais ça, encore une fois, c'est une déconstruction à faire, tu vois, de quelque chose de sociétal, de dire que si l'autre va se caresser, se donner du plaisir, en fait, tu le prends personnellement, alors qu'au contraire. Mais bon, c'est un peu la même chose quelque part que la jalousie, tu vois. C'est pareil. C'est pareil. C'est quelque chose à déconstruire. C'est pareil. En fait, si tu te dis que tu es là pour le plaisir des deux, tu vois, en fait, au contraire. Bon. Oui, et puis... Il y a des femmes qui osent pas. Hein. J'en ai pas mal qui me disent j'ai peur qu'ils le prennent mal, j'ai peur qu'ils se Mais bien sûr, mal. mais bien sûr. Je veux pas aller envoyer un mauvais signal, je veux pas, tu vois, je veux pas froisser son ego. Enfin, il y a quand même souvent ce genre de discours. Ah mais moi, combien de femmes, parfois, quand je leur prends leurs doigts, puis je l'emmène sur leur bas-ventre, je dis vas-y, caresse-toi. Ah ben non, je vais pas devant toi. Si, devant moi, justement, c'est ça l'intérêt, c'est devant moi. Oui, mais ça suffit, t'es là. Non, non, je suis un accessoire. Voilà. Alors en plus, quand je leur dis je suis un accessoire, bon, ça crée une espèce d'excitation dans la tête. De domination. De domination. Et là, elle reprend le dessus. Bon, parce qu'il faut savoir aussi donner à l'autre l'envie et puis ce sentiment, quoi, de force. Et les femmes aiment bien quand on leur dit je suis qu'un accessoire. Mais là, elle part dans tous les sens. Là. C'est gagné d'avance. Hein. Non, mais c'est magnifique. Hein. La sexualité, c'est un grand moment de plaisir. Voilà. Toujours, je reviens à ce mot-là, plaisir, plaisir, plaisir. Il y a que ça devrait être dans la vie. Il y a quelque chose que tu m'avais dit, c'est qu'au final, la sexualité, elle était aussi très libre avant, dans les années 80. C'est ça que c'est ce que on parlait un peu de la sexualité avant, parce qu'il y a un peu un mythe, j'ai l'impression, de dire que aujourd'hui, justement, peut-être une confusion entre le taux de séparation des couples. Là, on est à plus de 80% de taux d'échec d'un couple, donc 50, 60% de séparation, 20% d'insatisfaction. Et de dire, en fait, c'est ouvert, on a l'impression que tout le monde couche avec tout le monde, fait des orgies, que le sexe est très libre. Mais en fait, ce que tu me dis, c'est que pour toi, le sexe était bien plus libre avant. Et qu'en fait, c'est pas dans notre société actuelle qu'on est le plus libre. Bon, je dirais que chaque époque a sa période sexuelle et sa période d'abstinence. Si on reprend l'histoire, quand on lit l'histoire sexuelle du monde, bon, il y a des périodes très euphorisantes. Hein. Mais on va commencer par la Rome, qui est comme la référence de la sexualité, où le maître se faisait sodomiser par son premier esclave, qui était dans les normes. C'est-à-dire que les types étaient tout à fait virils, mais ils se faisaient sodomiser par son premier esclave. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu dur à entendre. Parce que le plaisir prostatique est quand même une exploration. Ouais. Mais les Romains l'avaient déjà découvert. Bon, il y a d'autres périodes. Il y a les périodes de libertinage sous les rois de France. Il y a des très beaux châteaux à visiter, comme Chenonceau, où on pratiquait les petites gondoles de Venise sur le Cher. C'était des orgies, mais monstrueuses à Chenonceau. Bon. Parce que ces gens-là n'avaient que le plaisir. Le plaisir de manger, le plaisir intellectuel, de lire, et le sexe. Bon, on en revient à ces périodes. Il y a des périodes difficiles où l'Église prend le dessus. Bon, l'Église a fait beaucoup à mes yeux, l'Église, ou toutes les religions d'ailleurs, ont fait beaucoup de mal. L'abstinence, des choses qui sont assez aberrantes. On reprend la période du Directoire, où les femmes avaient quasiment les seins nus sous leur robe en voile. Sous l'époque de Louis-Philippe, les femmes avaient les seins nus, en permanence. Ça s'attrapait dans tous les coins. Hein. Bon. Oui, tu prends. Toi, tu lis beaucoup. Ah, moi, je lis beaucoup. Donc, la période du Directoire, c'est n'importe quoi. Bon. Reprenons l'époque de Mistinguett, dans les années 1900, les petites femmes de Paris, les cabarets, le Moulin Rouge, tout ça. Ça y allait. Bon. On était plus sur de l'amour tarifé quand même à cette époque-là. Il y avait les bordels à Paris. Et tous ces grands messieurs passaient leur journée au bordel. Mais tout était admis. Le premier jardinier ou le écuyer servait d'amant à madame à ce moment-là. Donc, pareil. Une période... Moi, ce que j'aime bien, c'est une image que je reprends souvent, et qui vient d'Esther Perel, c'est de dire qu'on est passé au final, avant, dans un couple, il n'y avait pas de l'amour dans le couple. Et on est passé dans de l'amour dans le couple sur les relations qu'on a maintenant. Oui. On reprend la période d'après-guerre, la libération. Nos mamies ou nos arrière-grand-mères, elles ont consommé du GI. Hein. Ça y allait. Non, alors c'est dur d'admettre que mamie on levrette, mais mamie, elle s'est fait attraper par les GI parce que ça y allait aussi à cette époque-là. Bon,
Après, on a une période... Il y avait même sur certains, je reprends dans Paris, parce que du coup, moi, j'ai visité un ancien bordel, enfin, les ruines qui étaient dans le centre de Paris. Et en fait, c'est intéressant de dire qu'il y avait une salle d'attente pour les dames. C'est-à-dire que les couples y allaient ensemble. Et c'était admis de dire que, en fait, Complètement. les couples, c'était quelque chose qui était totalement social, construit. Tu n'étais pas là par amour, tu n'étais pas là pour partager la sécurité, à part reproductive. Et du coup, les dames étaient là, entre elles, prenaient un thé, un café, pendant que les messieurs étaient... Quand elle avait des fois des relations homosexuelles avec une pensionnaire des bordels. Il ne faut pas l'oublier. Il suffit d'aller dans le 9e. Bon, là, il y avait quand même de très beaux endroits qui étaient des anciennes maisons closes où ces dames pouvaient aller aussi se faire, comme ils disaient à l'époque, brouter par une jeune prostituée. Donc les gens avaient... Après, on sent, il y a des années un peu difficiles, 60, tout ça, c'est un peu plus calme. Et puis, il y a l'avènement de la pilule qui arrive en France. Bon, alors là, moi, j'arrive dans cette sexualité-là. Tu penses que c'est ça, en fait, le tournant? Pour toi, c'est l'arrivée de la pilule qui a fait ça? Ben oui, parce qu'avant... Je me demandais un peu ce qui expliquait le tournant. Ah ben, le tournant de la pilule, la mini-jupe et la pilule. Ça a été... Oui, oui. Bah, c'est clichés, mais les femmes se sont libérées. Là, il y a eu... Et puis, la femme aussi a eu son émancipation professionnelle dans les années 70. Fin 70, début 80. Bon, la femme rentre dans l'émancipation. Bon. Là, ça a été... Paris, c'était un immense lupanar, Paris. C'était partout. Entre des années 80, début des années 80. Entre 80, 90, c'était... Ouais. Mais ça ressemblait à quoi, concrètement? Alors, c'était débridé, quoi. Plus débridé que maintenant. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on a tout inventé. Bah oui. Ça, c'est assez extraordinaire. Tout ça parce qu'aujourd'hui, on a une application, parce qu'on se voit en 5 minutes et on va consommer, on a l'impression qu'on... Non, à l'époque, c'était beaucoup plus joyeux. Le sexe était joyeux, déjà. Donc, tu penses que c'était plus joyeux avant? Ah, le sexe était joyeux. Est-ce que c'était plus connecté? Oui, parce que le sexe est triste aujourd'hui. Il est souvent individuel, il est derrière un ordinateur, il est dans une pièce, on est au grenier, ou chez soi, enfin peu importe. Là, sur l'ordinateur, on pianote, on regarde des dizaines de fiches, des centaines de fiches. Moi, combien de fois dans des restaurants, je vois 2 filles à la table d'à côté qui sont en train de regarder Tinder. Ah ouais, celui-là, il est bien, ouais, celui-là, il est pas mal. Ah, j'envoie un crunch et tout. Alors qu'on est à côté et qu'on peut très bien discuter. Ah non, ça, je suis d'accord. D'ailleurs, je sais faire. Je sais les rattraper et discuter en disant, mais vous savez, nous, on est là. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de me faire souvent aborder. Et je me suis déjà fait aborder dans un bar où un mec est venu me voir en me disant est-ce que tu as Happn? Donc en fait, le message sous-jacent, c'était de dire est-ce que tu as une appli de rencontre pour que je te matche sur l'appli de rencontre, alors que la personne est en face d'eux. Oui, c'est assez incroyable. Ouais. C'est assez incroyable. Je dis, mais on a vraiment switché là. Non, mais on va très loin dans le problème. Bon, je fréquente une salle de sport, et puis il y avait un jeune type d'une trentaine d'années, un héritier d'une grande famille à l'époque. Et on sort. Un soir, on sort tous les deux, il voulait sortir avec moi, tout ça. Bon. On rencontre des femmes, et il y en a une, ça marche bien avec lui. Bon, alors, moi, j'ai cette vieille, ancienne technique. Bon, il faut savoir se retirer quand on est deux pour pas gêner, etc. Donc, à l'oreille, je lui dis, écoute, je vais me retirer. Non, je prends son Facebook et on part tous les deux. Bon. Ok. On est dehors sur le quai, je lui dis, pourquoi d'après son Facebook, elle est là? Oui, c'est pour mieux se connaître. Bah, je lui dis, elle est là devant toi. Bon, elle a pris 2-3 petits verres, elle est joyeuse, t'es joyeux, tout le monde est joyeux. Bon, pourquoi vous ne continuez pas de... Oui, mais comme ça, elle sera sécurisée, elle va connaître mon environnement et tout parfait. Oui. Laisse tomber, mon gars. Laisse tomber. Voilà. Moi, je suis de l'ancienne génération. Si c'est maintenant, c'est maintenant. Qu'est-ce que je vais réchauffer le plat avec des Facebooks? Non, mais il y a un moment. L'excitation, elle est sur le moment. L'envie, le désir. Mais même la connexion, sans tu vois, moi, je partage ta vision, sans forcément aller jusqu'à on va faire l'amour. Ah oui. Je trouve que tu es dans le moment, autant discuter avec la personne. Et se faire plaisir. Et toujours se faire plaisir. Même si c'est pas un plaisir jusqu'au bout. Le plaisir de discuter. Le plaisir de... Combien de fois tu as des soirées super sympas, tu as parlé avec une femme, ou dans un train, ou dans un avion, tu as passé 2 heures, 4 heures, 8 heures dans un avion, tu as passé un moment hyper agréable. L'échange. C'est ça qui manque aujourd'hui. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose que je vis beaucoup au quotidien. C'est qu'en fait, sans rien attendre, souvent j'ai des échanges avec des inconnus, tu vois. Mais le fait de dire que tu es juste là pour le plaisir et l'ouverture et connaître l'autre personne, je trouve que ça transforme aussi
sans l'aspect sexualité au couple ou quoi que ce soit, les échanges que tu as avec les autres gens, du coup. Tu vois? Mais déjà, quand tu es ouvert aux autres, tu es sûr que tu es ouvert dans ta vie. Bon, déjà, ça commence là. Donc, c'est vrai, parler dans un train. Moi, j'adore prendre le train. Oui, nous, par exemple, on échange. Nous, on échange, on parle un peu tout le temps quand on se déplace. Voilà. Moi, j'adore dans un train parler avec quelqu'un. Et puis, ça peut aller loin. Tu peux aller très loin sur les sujets. Et c'est pas pour ça que tu vas finir dans le lit et que ça. C'est le plaisir de la rencontre. Mais ça prouve que tu es quelqu'un d'ouvert. On le voit sur ton visage. On a envie de te parler. On a envie de s'approcher de toi. Ça, c'est très, très important. Alors, pour revenir sur les années 80, effectivement, bon, c'était la débauche à l'état pur. Ça c'est comment? C'était plus chez eux, les gens organisaient des orgies, c'était plus dans des clubs. C'était partout. C'était dans les vestiaires de la salle de sport. C'était... Ah oui, donc j'ai connu une salle de sport où ça pratiquait... Enfin, dans les vestiaires, dans les douches des sports, t'entendais crier partout. C'était n'importe quoi. Les clubs... Donc il y avait beaucoup plus de clubs libertins, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de clubs libertins qui ont fermé. Il y a moins de clubs libertins maintenant qu'il y a 30 ans. 40 ans. Non, il y en avait moins. Bien. Non. Club libertin, il y en avait beaucoup moins. D'accord. D'abord, c'était très sélectif à l'époque. Le libertinage était quand même... Il y avait les rencontres spontanées, mais le libertinage était un milieu extrêmement fermé. D'accord. Et que c'était vraiment extrêmement réservé, un milieu, bon, on va dire un peu avisé. Donc c'est un milieu aisé, un peu d'intellectuel. Voilà, Oui, c'était très intellectuel au départ. Bon, par contre, les années 2000, ça a été l'orgie à Paris. Oui. Là, des clubs, il y en avait un dans chaque arrondissement. On pouvait rencontrer sa gardienne d'immeuble, on peut rencontrer tout le monde. C'était n'importe quoi. Mais là, ça a été n'importe. Là, ça s'est calmé. C'est retombé depuis presque 10 ans, là. Une dizaine d'années. Parce que l'Internet est arrivé. Donc, on retrouve beaucoup de soirées privées aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on trouve beaucoup aussi, c'est le côté fric. Il n'y a pas plus désobligeant que d'aller dans une soirée où il y a de l'argent qui circule. Avant, les gens invitaient, moi j'ai fait des très grandes soirées, j'avais un immense appartement à Faubourg Saint-Honoré, je faisais des grandes soirées de 20-30 couples, il y avait des buffets, j'avais un maître d'hôtel, tout ça. Les dames arrivaient en robe longue, les mecs bien habillés, smoking et tout, c'est tous nus, ça va de soi. Mais, ou troussés, ça dépendait, mais on était dans une ambiance d'échange. Or maintenant, avec l'Internet, il y a plein de soirées dans Paris, ça circule. Bon, alors c'est 70 €, 110 €, plus de bouteilles d'alcool. C'est devenu un business. Mais là, c'est horrible. Oui, alors que toi, ce que je veux dire, c'était gratuit. C'est en fait, tu étais dans une même recherche de plaisir et du coup. D'abord, c'était gratuit. Ce qui fait qu'on était dans un échange. Aujourd'hui, le type qui paye 110 € dans une soirée sexe, il veut consommer. Oui. Donc, au final, sur le consentement, c'est quand même. C'est border. Je dirais que c'est borderline. Hein. Aujourd'hui, les soirs. Alors après, bon. Il y a des filles, il y a des gourmandes. Bon, il y a quelques gourmandes dans Paris comme ça qui veulent 30, 40 mecs dans la même soirée. Bon, bravo, si elles ont la capacité physique. Chacun, c'est... Voilà, si elles ont la capacité physique à encaisser 40 mecs, c'est parfait. Donc, elles sont recherchées, ces couples-là sont recherchés actuellement pour pouvoir alimenter des mecs qui viennent payer. Enfin, c'est assez horrible. Tout ça, c'est fait dans l'illégalité. C'est limite propre. Enfin, c'est pas beau. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas beau. Ok. C'est pas beau du tout. Alors, il y a peut-être quelques exceptions, tu vois, je pense qu'il y a des soirées qui sont privées, qui sont peut-être un peu plus élitistes. Mais qui restent, les soirées élitistes, ça reste toujours des soirées élitistes, hein. C'est toujours dans un même environnement. Oui. Mais il y en a qui existent quand même. Ah oui, ça existe encore. Il y en a toujours, hein. Mais c'est quand même des milieux très fermés, oui. Où là, on est dans des échanges. Oui. On est dans des vrais échanges. Il y a très peu de bons clubs aujourd'hui à Paris, très très peu de bons clubs. Parce que les patrons de ce genre d'établissement ont ouvert la porte pour faire de l'argent. Oui. Il faut rentrer des mecs. Bon, ça sert à rien, quoi, c'est horrible. Il y a quelques, vraiment, sur une main, on peut en avoir 3-4 qui sont dignes de ce nom-là.